Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ma nouvelle émission, La culture, il faut que ça dure. Nous sommes en direct ce soir du Novo Mondo, toujours mouillage face à rien. Inutile pour moi de vous présenter Urfiste de Goethe, qui sera là pour m'épauler dans cette mission, pour nous éclairer, que dis-je, nous éblouir grâce à son immense culture. Ici, nous parlerons des arts en général, nous nous intéresserons aussi à l'anthropologie et pourquoi pas à la politique. Sachant que c'est le seul domaine dans lequel nous ne tolérerons pas le recyclage. Oui, bien sûr. Bonsoir, Urfiste. Bonsoir, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais pousser un cri. Un cri pour nos amis les artistes, qui, en ces temps incertains, n'ont pas toujours la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Mais nous sommes là pour y remédier. Un cas en particulier me vient à l'esprit, celui de Monsieur Véron, étant entendu que lui ne se débrouille pas trop mal. Mais à quel prix? Je vous le demande. Vous nous parlez du Véron, le gangster, je veux dire de l'expérience qu'a réalisé Michel, si tant est qu'il ne s'agissait pas d'une supercherie. Qu'est-il devenu? Eh bien, figurez-vous que pour sa survie, il a dû se résoudre à dessiner les étiquettes d'une célèbre marque de boîtes de conserve. Et ce, contre son poids en haricots noirs. Cet homme qui nous avait annoncé à travers ses œuvres bien des choses et soulevait tant de questions, non des moindres. Sans y apporter de réponse, il me semble, sinon nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Monsieur Véron n'a jamais été économiste, que je sache. D'ailleurs, à l'époque, quand je l'avais interviewé pour le magazine L'Art dans tous ses états, sa devinette préférée était « Savez-vous pourquoi on a inventé les économistes ?» Non, là, mais je ne vois pas. Eh bien, pour faire passer les météorologistes pour des génies. Bon, l'histoire lui donnera raison sur ce point. Mais revenons à son parcours récent. Cet homme a dû se résoudre grâce à son stock de haricots. Plus de 100 kilos quand même, car le succès lui avait profité. Et là, c'est l'historien de l'art qui vous parle. Donc, il s'est résolu à ouvrir une petite épicerie sur les hauteurs de Rio, là, juste derrière nous. Mon cher Marc, j'espère que quand vous irez là-bas faire votre reportage, vous nous ramènerez de ces nouvelles. Ah oui, le reportage pour Robert, dans À la recherche des gens. C'est-à-dire qu'avec mes nouvelles fonctions à la culture, je ne pense pas que je puisse continuer mes missions, du moins pas avec autant de, comment dirais-je... Courage? Non, mais le mot m'échappe. Toujours est-il que prendre des risques pour aller à la rencontre d'un petit épicier ne me paraît pas très raisonnable. C'est pourquoi, avec Robert, nous avons évoqué l'idée que ce serait Michel qui se lancerait dans l'aventure. Voyez-vous. Oui, nous avons pensé qu'après ces nombreuses déconvenues, notamment la perte de sa caméra qui lisait dans les pensées, lors de l'inondation de son laboratoire de recherche, alors qu'entre nous soit dit un scientifique dont les travaux portent sur la percée de la pensée et le réchauffement climatique, il n'avait rien trouvé de mieux que d'installer son institut au bord de la plage à Miami. Quel visionnaire! Donc Michel, qui n'a plus rien à perdre, nous est apparu comme le candidat idéal pour ce genre d'aventure. Bien, très bien. Je vous rappelle par ailleurs que Michel n'a jamais voulu nous expliquer le principe de son invention, sous le prétexte de, je le cite, « J'ai peur que mon invention ne soit récupérée à des fins non scientifiques par un ou plusieurs gouvernements totalitaires, qui pourraient ainsi remplacer les caméras de leur réseau de vidéosurveillance par mon invention. Ils pourraient alors très facilement arrêter puis juger leurs citoyens juste sur leurs pensées. » Fin de citation. Je ne sais pas, au contraire de Michel, si ce ne serait pas une avancée sécuritaire de tout premier plan, au service des honnêtes gens. Mais finalement, Michel n'est peut-être qu'un vulgaire plagiste. Vous avez sûrement voulu dire plagiaire, parce que si je peux me permettre d'être plagiste à Rio, lui aurait été bien plus utile. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, Michel se rendra compte qu'un tel réseau aurait peut-être été utile sur les hauteurs de Rio. Mais j'ai vraiment l'impression que notre conversation nous éloigne du sujet de ce soir. C'est certain, mais d'un point de vue anthropologique, elle me passionne. Bien, vous m'envoyez ravi. Mais j'aimerais vraiment que nous gardions le temps nécessaire pour échanger sur cette comédie musicale, qui, je le pense, tiendra le haut de l'affiche toute la saison à Broadway. Vous n'étiez pas avec moi, mon cher Urfiste, mais vous avez pu, depuis, visionner le spectacle en intégralité grâce à mon portage. En intégralité, oui. Nous le diffuserons vers la fin de l'année pour nos téléspectateurs qui ne pourront se rendre à New York. Premièrement, je ne m'attarderai pas trop sur la performance technique
qui a quand même permis d'installer la scène et les gradins sur pilotis. Mais le résultat est quand même très bluffant. Oui, mais à leur place, j'aurais opté pour une structure flottante. Et ce, pour deux raisons. Premièrement, nous ne sommes pas sûrs que le niveau des eaux actuelles soit sans être définitif, du moins stabilisé pour un bon moment. Et la deuxième raison est qu'une structure flottante leur aurait permis de faire une tournée mondiale à moindre frais. Sur le principe de ces petites habitations que nous voyons ici et là, autour de Rio. Bien, peut-être, mais revenons au spectacle, s'il vous plaît. Sans vous en dévoiler l'intrigue dans toute sa complexité, je vais vous parler de la scène qui m'a le plus enthousiasmé. Elle se situe au milieu du deuxième acte, inspirée à la fois par la Grèce antique, les contes d'Aladin et de Bugs Bunny. Avec dans le rôle principal Minnie, un rôle pour lequel elle a accepté d'importantes transformations plastiques, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais que je me garderai bien de commenter. Bon, sans rentrer dans les détails, nous pouvons quand même dire que c'est grâce à ses oreilles que nous arrivons encore à la reconnaître. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce qui attire le plus notre regard. Oui, juste. Bon. Je reprends donc. Dans le deuxième acte, la déesse interprétée par Minnie, dans un geste de bonté envers le peuple et les lapins, fait apparaître l'image du chien sur son tapis volant, sortant tel le bon génie de la lanterne. Repu du repas qu'il a fait du dictateur corps en pierre, mais dont il a néanmoins gardé le nez rouge pour jouer après sa sieste, tout en ayant eu l'instinct, afin de ne pas s'user les crocs inutilement, de négliger le cœur de ce sulfureux personnage. Tout cela grâce à un montage vidéo 3D d'un réalisme incroyable, effet numérique sponsorisé par la société Norev, dont le logo est à peine perceptible. On ne peut que les en féliciter. Oui, vous avez raison, félicitons la multinationale Norev, et ce, pour l'ensemble de son œuvre. Je suis personnellement très heureux qu'elle ait pu survivre au naufrage de ces agences bancaires, situées sur de petites îles aujourd'hui presque disparues. Fort heureusement, ils ont regroupé tous leurs avoirs à Genève, qui avant culminé à 373,6 mètres. Quelle clairvoyance. Je pense que la prochaine étape, c'est Andorre. Bien, Urfist, mais je ne crois pas que ces interruptions vont aider nos téléspectateurs à bien comprendre l'histoire. Je continue. C'est l'instant que choisit le Minotaure pour, dans l'ombre, se débarrasser de sa tête de bête à cornes dont il était si fier, mais qui avait tendance à rebuter notre héroïne, au point qu'elle était prête à se laisser séduire, écoutez bien, par une sorte de centaure mi-homme mi-cochon qui, lui, avait perdu la tête. Vous me suivez, Urfist? Je suis toujours, et vous inquiétez pas. Je vous rappelle que j'ai vu le spectacle en intégralité. Mais continuez encore un peu, s'il vous plaît. Contez-nous la fin de ce deuxième acte. Je pense que cela ne nuira en rien aux téléspectateurs. Si vous le dites, alors je me lance. C'est ainsi que la déesse et le Minotaure purent, à l'aube de leur 25e année, se rejoindre et goûter ensemble aux joies du confort, le sentiment du devoir accompli. Aidés pour certaines de leurs activités d'un humidificateur. Spécialité, je pense inutile de le rappeler, pratiquée et maintenue amoureusement à son plus haut niveau depuis la nuit des temps par les Français. Sans vouloir vous en dévoiler plus, vous ne pourrez être qu'admiratif des prouesses de ce jeune homme, venu spécialement de France et qui clôture magnifiquement le deuxième acte. Magnifiquement, c'est le mot, sans aucun doute. Merci. Je tiens à dire que le metteur en scène, le célèbre C.L. Nikoni, d'origine hongroise, a précisé dans le programme, je le cite, « Le cochon dans la comédie doit être vu comme une synthèse des deux images symboliques dans la peinture. Celle du XIXe siècle, où on peut le voir comme une tirelire trop grasse, censée représenter les financiers et les banquiers. Et celle plus ancienne, comme on peut le voir chez Jérôme Bosch, c'est-à-dire comme des êtres répugnants, prêts à se rouler dans les souillures les plus immondes pour en tirer le moindre profit, et capables, si la faim, de manger ces petits, les hommes et les lapins. » Ce qui revient exactement à la même chose, non? Vous croyez? Peut-être. Mais vous, mon cher Urfist, c'est à vous de nous donner vos impressions sur ce spectacle. C'est vous l'expert. Très bien.
Alors, en deux mots, complètement con. Mais enfin, Urfist. Bon, bah, ma réponse un peu lapidaire, certes, ne semble pas vous convenir. Je vais donc l'étoffer un peu. Donc pour moi, Célanie Kenny a perdu la tête. Ce qui nous fait Célanie Kenny tête. Elle est bonne, non? Célanie Kenny tête. Mais enfin, Urfist, c'est la Nickenitette, c'est drôle, oui, mais soyons sérieux, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Mais je suis on ne peut plus sérieux, je vous assure. Et encore, nous avons d'un commun accord décidé de ne pas aborder le troisième et dernier acte, qui surpasse, de mon point de vue, largement les précédents du point de vue, mais de la niaiserie et de l'imbécilité. Mais Urfist, là, je trouve plus mes mots. Hein. Là, je crois que je vais me retirer. Je vais me retirer de mon émission. Au revoir. Bah, Marc, vous partez. Bon, avant tout, sachez que je ne vous en veux pas, hein, mais vu l'urgence de la situation, nous ne pouvions pas consacrer le peu de moyens que nous avons à faire la promotion d'un spectacle qui au final ressemble à une mauvaise publicité. Publicité pour une société en partie responsable de la situation dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui, je vous le rappelle. D'ailleurs, en tant que fin connaisseur des œuvres passées de Monsieur Kenny, je me demande s'il n'a pas sciemment orchestré ce carnage culturel, ou alors il a vraiment perdu la tête. Ce qui nous fait la boutade. Oui, c'est bon, Urfist, là. D'accord, d'accord, bon, bah, j'espère que vous m'avez compris. À bientôt donc. On verra. Bon, très bien. Bien, mes chers téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui arrive à sa fin. Nous essaierons de mettre en place pour la semaine prochaine un nouveau concept, dans lequel nous évoquerons des pistes pour demain. Pour ce, nous essaierons de nous entourer de personnalités issues de différents milieux. J'irai peut-être à la recherche de Monsieur Véron, accompagné de Michel, qui, je peux déjà vous l'annoncer, n'a pas fini de nous étonner. Car s'il n'a plus grand-chose à perdre, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, l'idée de travailler pour le bien commun ne l'a jamais abandonné. Nous essaierons de convaincre Marc de se joindre à nous, bien sûr. J'ai probablement été un petit peu dur avec lui ce soir, mais son attitude vis-à-vis de Michel m'avait un peu ulcéré. Cela étant dit, je reste convaincu que ses aptitudes au terrain nous seront très utiles. Nous espérons ainsi pouvoir proposer des solutions constructives pour le bien et le bonheur de tous. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas votre rendez-vous de mercredi avec Robert dans À la recherche des gens. À bientôt. Vous pouvez envoyer le générique. Merci.